Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'abord de m'accueillir et puis de prendre le temps de m'écouter et surtout de me faire des retours parce qu'en fait, c'est un domaine qui est relativement nouveau pour moi. Donc, comme l'a précisé Nicolas, je suis philosophe des sciences. Je travaille à la fois dans un centre de recherche en philosophie et en neurosciences. Euh, alors, la philosophie de l'esprit et la philosophie des sciences ont développé assez tôt un intérêt pour l'intelligence artificielle, conçue comme discipline scientifique. D'abord parce qu'une partie de la recherche en intelligence artificielle et de la philosophie se sont interrogées sur les mêmes questions, hein. Qu'est-ce que l'intelligence? Le type d'intelligence que les humains manifestent peut-il être reproduit artificiellement par des moyens mathématiques et techniques? Est-ce qu'on peut dépasser par ces moyens le niveau d'intelligence d'un être humain, et cetera, et cetera. Cet intérêt, en fait, pendant longtemps, a été cantonné à ces questions fondationnelles, parfois très, très liées à des questions de philosophie de la logique ou des mathématiques. Et cet intérêt, en fait, il va croissant sous le double effet du développement et de la pénétration des systèmes computationnels complexes, d'IA, dans les sciences, d'une part, et dans la société dans son ensemble. Ça, c'est le premier aspect. Puis, bien entendu, il y a aussi un effet d'aubaine qu'il ne faut pas complètement obérer, hein, qui est que pour les chercheuses et chercheurs en SHS, travailler sur l'IA, c'est un petit peu une poule aux œufs d'or en termes d'accès à des financements de recherche, mais aussi à des recrutements. Il suffit de voir les recrutements récents au CNRS en section interdisciplinaire. Hem, pour autant, il y a un hiatus quand même important, hein, entre la représentation de la philosophie de l'IA d'un côté pour le public et pour une partie des autres disciplines et la réalité de ces recherches. C'est-à-dire que très récemment, les travaux de philosophie en philosophie de l'IA ont été beaucoup plus tournés sur des aspects techniques que sur des aspects fondationnels que je citais tout à l'heure. Heu, soit sur le recours au système computationnel complexe de traitement automatique de données en sciences expérimentales ou en sciences humaines, sur notamment, alors bien entendu la question des biais que ça introduit, mais aussi sur la question des démarches épistémologiques qui sont mises en jeu, notamment sur la différence entre expliquer, prédire, simuler. Beaucoup de travaux sur la modélisation ont été issus en fait de ces travaux de philosophie de l'IA. Hem Et puis il y a bien entendu tout un ensemble de travaux sur les enjeux de cette application de ces méthodes d'IA et leurs conséquences à la fois pour leurs concepteurs et fournisseurs d'une part, mais aussi pour leurs utilisateurs proximaux ou finaux et pour les sociétés dans leur ensemble. Donc mon propos va relever plutôt de ce second type, hein, un peu plus technique de la philosophie de l'IA que des enjeux fondationnels, même si ça m'intéresse, mais je suis à la fois plus pour une approche pragmatique de la philosophie, et aussi peut-être moins doué pour la science-fiction. Donc je vais laisser les questions fondationnelles sur la possibilité d'une IA, forte, une intelligence générale, artificielle, pour, d'autres plus compétents que moi dans le domaine. Alors je vais partir d'un ensemble de tweets que j'ai relevés, il y a quelques semaines de cela. Il suffisait de regarder les réseaux sociaux, depuis le lancement de la campagne 2021 des admissions sur Parcoursup, hein, vous savez, la plateforme de sélection, à l'entrée des études supérieures lancée en 2018, pour se rendre compte que l'accusation d'opacité à l'égard des algorithmes, alors ici j'utilise le terme algorithme en son sens, mauvais mais vernaculaire, ou en tout cas des systèmes computationnels complexes, impliqués dans l'aide à la décision constitue une préoccupation importante du public. À tort ou à raison, hein, l'algorithme, là aussi j'utilise le défini, pour suivre d'ailleurs ce qui a été utilisé au sein de l'Assemblée nationale, est accusé de laisser l'utilisateur final sans capacité de comprendre la décision l'impliquant. Pire, selon certains spécialistes des enjeux éthiques des technologies numériques, cette opacité menacerait également la capacité des opérateurs de ces systèmes complexes de discriminer les réponses fournies sur des bases épistémiques claires, c'est-à-dire d'avoir une explication des résultats obtenus. Alors je passe sous silence cet usage devenu sauvage, hein, du terme algorithme, comme mot valise dans la presse ou à la tribune de l'Assemblée nationale ou du Sénat, pour désigner en fait tous les systèmes complexes de traitement automatisé de données, quelle que soit leur architecture ou les méthodes qu'ils emploient, qu'il s'agisse d'apprentissage
machine supervisée, non supervisée ou d'apprentissage profond. La distinction est très rarement faite, dans le grand public et chez les décisionnaires, politiques. Pour ce qui va m'intéresser aujourd'hui, je vais essayer de me focaliser sur la question de l'opacité, épistémique, et par contraste de la transparence qui est, requise auprès des concepteurs et des fournisseurs de systèmes, complexes, computationnels complexes de traitement automatique de données. Alors, une des définitions que je trouve utile pour, l'opacité épistémique, c'est celle qui est donnée par, Paul Humphreys dans un article de 2009. Il nous dit, l'opacité, hein, donc, on peut la définir de la manière suivante: un procès est épistémiquement, opaque relativement à un agent cognitif X à un moment T, seulement dans le cas où X, ne connaît pas à T, au moment T, tous les éléments, épistémiquement relevants ou pertinents, du processus. Alors qu'est-ce que ça signifie? En termes clairs, ça veut dire que nous ne pouvons pas donner les raisons pour lesquelles nous tenons pour vrai un énoncé. Heu, c'est généralement, le cas en philosophie de la connaissance quand on parle de, situations dans lesquelles le contexte ou, le contexte référentiel est opaque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si, l'ensemble des données, des symboles pardon, qui sont manipulés ou des signes qui sont manipulés font référence de la même manière à toutes les parties prenantes, au dialogue, par exemple. Pensez par exemple à Oedipe, hein, quand il croise son père et qu'il le tue, en fait, bah, le contexte est référentiellement opaque pour lui. Il ne sait pas qu'il s'agit de son père, de la même manière quand il va, épouser, Jocaste, il ne sait pas qu'il a affaire à, sa maman. C'est d'où d'ailleurs tout l'intérêt pour nous en tant que spectateurs ou que lecteurs. Alors dans ce cas-là, on peut, préciser dans le cas d'un système computationnel complexe, son opacité va être dérivée en fait de cette notion générale d'opacité épistémique, hein, puisque dans un contexte, d'IA, ce concept va désigner l'impossibilité fondamentale, pour des agents humains de suivre les procédures computationnelles qui sont impliquées dans un algorithme, d'en comprendre à chaque étape les justifications, d'en déterminer les implications. Bref, on ne peut pas expliquer pourquoi ni comment le système produit en sortie les résultats qu'il produit selon les données fournies en entrée. Il faudrait également ajouter une opacité épistémique concernant la nature des données collectées et éventuellement les méthodes de collecte, mais aussi d'agrégation de ces données. Dans un article de 2016, Jenna Burrell a proposé de distinguer trois types d'opacité. Ce qu'elle appelle l'opacité intentionnelle, hein, qui est liée au secret industriel ou au secret d'État, c'est-à-dire le fait qu'on laisse dans une boîte noire, l'ensemble des procédures mathématiques qui visent à la production du système. L'opacité comme résultat de l'analphabétisme technique, ce qu'on pourrait appeler aussi opacité éducationnelle, je trouve ça un peu plus joli comme expression. Et enfin, une opacité qui est méthodologique et épistémologique, qui est liée aux caractéristiques mêmes techniques, mathématiques, calculatoires, heu, éventuellement d'apprentissage machine notamment, hein, impliquées, par le système, mais aussi à l'échelle requise pour les mettre en œuvre, c'est-à-dire, qui tiennent à la quantité et à la qualité des données qui sont traitées. Ici, je vais me concentrer exclusivement sur, ce troisième type, d'opacité, pardon. D'abord parce qu'il concerne l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des systèmes computationnels, à la fois des concepteurs jusqu'aux utilisateurs proximaux ou finaux. Hem, heu, Notamment dans le cas du recours à l'apprentissage machine, non supervisé et profond ou l'apprentissage profond. Mais aussi parce qu'il est plus fondamental en un sens, hein, au sens où c'est l'architecture même du système qui détermine son opacité. La transparence par contraste, semble, désigner plusieurs propriétés du système computationnel, complexe. Très souvent, on voit cette expression selon laquelle l'opacité et la transparence seraient deux faces d'une même, pièce. En fait, je pense que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ça mériterait d'être approfondi. En un premier sens, à mon sens, qui est le sens le plus fort, cette transparence désigne la capacité du système à être interprété par des sujets humains, c'est-à-dire à pouvoir identifier les variables et les relations mises en jeu dans l'algorithme, qui sont responsables, du résultat de sortie. C'est ce type de transparence qui est généralement inhérent au système expert classique, hein, symbolique, de la good old fashioned
artificial intelligence, par exemple des arbres de décision booléens, puisque finalement les données sont explicitement fournies de manière structurée au système. Le système est programmé là aussi explicitement pour effectuer certains calculs en vue de la réalisation de certaines tâches précises, jouer aux échecs, calculer des fonctions mathématiques, élaborer des conversations dyadiques, etc. En un second sens, plus faible, cette notion de transparence désigne la possibilité de produire un modèle du système qui rend compte de son fonctionnement théorique, quoique cette explication ne reflète pas nécessairement ce que fait réellement le système, soit parce qu'il est trop massivement récursif, ce qui est généralement le cas, soit parce que les données sont dynamiquement réorganisées par le système lui-même. Et donc, on va trouver ce type de dispositif visant à améliorer la transparence dans les explications fournies, par exemple, par les filtres de spam, hein, le filtre de spam Google, par exemple, qui fournit une explication en termes de fréquence de rapport de ce type d'email par les utilisateurs comme spam, ou en termes de fréquence d'apparition de termes clés dans le message et dans les messages rapportés comme du spam par les utilisateurs. Donc, on va avoir ici un ensemble de nuances qu'il faudra introduire. Il y en a sûrement d'autres, je vais être obligé de les passer sous silence pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un ensemble d'imprécisions terminologiques sur les notions d'interprétabilité d'une part, d'explicabilité de l'autre, mais aussi de transparence, avec des taxonomies sans doute qui sont à établir, sur ces notions. Il y a également des caractères de dépendance au contexte de la transparence, c'est-à-dire selon la méthode impliquée dans l'architecture du système, qui vont contribuer à la difficulté des progrès dans l'élaboration de stratégies qui visent à limiter l'opacité épistémologique et méthodologique. Alors, ceci étant dit, si on revient sur l'opacité, je voudrais procéder de la manière suivante, c'est-à-dire distinguer des enjeux différents en fonction des acteurs et des domaines d'application de systèmes computationnels complexes, et commencer d'abord par le point de vue des concepteurs ou des modélisateurs. C'est là-dessus que moi je vais surtout avoir besoin de celles et ceux d'entre vous qui sont des praticiens de l'IA ou des théoriciens de l'IA. Il me semble que l'opacité d'un système rend d'autant plus difficile la détection d'artefacts, de bugs, d'irrégularités dans celui-ci. En tout cas, c'est ce qui a été avancé par Anani et Crawford dans un article de 2016, hein, lorsqu'ils nous disent que au sein du discours des sciences informatiques, la transparence est souvent vue comme désirable parce qu'elle apporte une, une- une, une information importante pour la gouvernance. Ça suppose notamment que savoir est possible en voyant, c'est-à-dire qu'il y a dans les technologies computationnelles objectives, comme les algorithmes qui les réalisent, on peut tenir responsable le système à travers une théorie de la vérité comme correspondance. En fait, les concepteurs et les conceptrices de systèmes computationnels complexes sont confrontés à l'opacité de leur propre système lorsqu'ils cherchent à identifier un artefact, comportement qui ne résulte pas du processus intentionnel euh, de conception. Et donc, la transparence devient une condition de vérifier le résultat du système computationnel complexe. Identifier des bugs ou des dysfonctionnements, et donc une plus-value grâce à cette transparence. Deuxième type, et je vais aller très vite sur celui-là, c'est le développement des recours aux outils, notamment d'apprentissage machine et d'apprentissage profond, par les scientifiques des sciences expérimentales. Donc, c'est le développement en biologie, en médecine, notamment des WMIX, mais également dans la recherche de nouvelles particules. Je vous laisse lire les citations ici. En fait, on se rend compte que dans ces usages nouveaux, et notamment, ça a été mis en évidence par les chercheurs, les physiciens du LHC, du Large Hadron Collider, l'effet boîte noire introduit par les systèmes de réseaux de neurones profonds qu'ils avaient mis en œuvre, leur poser plus de questions qu'ils ne permettaient réellement de résoudre de problèmes, parce qu'en fait, les résultats qu'ils obtenaient, qui étaient intéressants, qui auraient été difficiles à obtenir sans ça, étaient difficilement subsumables, en fait, sous les connaissances qu'ils avaient, par ailleurs de la physique. Donc ici, il y a vraiment un enjeu en termes de compréhension et d'explication scientifique dans l'usage de ces outils-là.
Et enfin, troisième et dernier acteur et enjeu, c'est l'enjeu de l'opacité pour, les citoyens, les bénéficiaires finaux. C'est tout l'enjeu de la confiance et de la responsabilité. Alors je traduis responsabilité par, ici par, enfin accountability par, responsabilité. En fait, ici, l'idée, c'est que, heu, au-delà de la question de, l'éducation, ou de ce qu'on a appelé l'opacité éducationnelle plus haut, il y a un enjeu ici de confiance, qui est mis en évidence. Alors, ma dernière question, ce sera la suivante, c'est, est-ce que quand on parle d'opacité et de transparence, au sujet des systèmes computationnels vis-à-vis des utilisateurs finaux, on ne fait pas 2 poids 2 mesures? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne demande pas plus de transparence, à la machine qu'on en demande à des agents humains? Parce qu'au fond, quand on est confronté à un médecin, à des traders, à des juristes, à des jurys de concours ou d'examen, des recruteurs ou des politiques, lorsqu'ils prennent des décisions, on peut se demander si leurs prises de décision sont beaucoup moins opaques ou beaucoup plus transparentes que celles d'un système computationnel complexe. Heu, En fait, ici, ce que je voudrais, c'est tracer les contours, en fait, d'un programme de recherche qui est vraiment à mener, de manière très, très interdisciplinaire entre d'un côté les théories, ou les sciences de la décision et de la cognition, les acteurs de l'IA, proprement dit, mais également les philosophes de la connaissance et des sciences qui, heu, sont à même, ensemble, à rendre compte de cette exigence de transparence, non plus simplement éducationnelle, mais vraiment du point de vue épistémologique et méthodologique. Je vous remercie. Merci Cédric. Alors, on a quelques minutes pour échanger sur la base de cette présentation. Est-ce que parmi les gens qui sont connectés, il y aurait des questions ou des remarques ou envie de discuter avec Cédric? Moi, j'ai des questions. En fait, Ouais, Laurent. ça fait Un écho sentiment de déjà vu. à la chaire de confiance. Bah, tout le monde n'était pas forcément là hier, hein, Non, tous non. les jours à nouveau. Euh, non, mais est-ce que, par exemple, pour avoir la confiance, est-ce qu'on peut imaginer plutôt qu'un humain qui interroge un système transparent, en fait, un humain qui utilise une IA qui elle-même va interroger le système. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut demander à un système plutôt ce qui serait simple à prouver, qui serait plus petit, qu'on comprendrait, qui lui-même irait interroger et, parce qu'en fait, on voit bien qu'un humain, même si un système ouvert lui donne des décisions, un peu comme tu prenais Mmh. l'exemple des physiciens, il y a trop de trucs, quoi. Enfin, s'il a des millions de paramètres, il ne va pas nous dire ah, ben, c'est parce que j'ai fait ça. Ouais. Et donc, voilà. C'est un Bah, peu- moi, je pense que ça fait partie des stratégies qui sont évidentes, mais qui sont déjà anciennes, enfin, aussi bien les outils de visualisation, par exemple, qui ont pu être utilisés à certains moments pour ça, apporter de l'interprétabilité à des systèmes complexes, bon, ça procède de la même stratégie, mais un peu comme d'ailleurs, par exemple, l'exigence qu'on a vis-à-vis des médecins d'apporter, vous savez, une information claire et abordable aux patients pour qu'ils puissent donner leur consentement éclairé, bah, ça revient à ça, c'est-à-dire traduire dans des termes compréhensibles pour l'utilisateur, final, en l'occurrence le patient là, des informations qui ne sont pas à son niveau, soit par manque de culture, soit parce que même dans certains cas, ils échappent même au médecin qui prescrit. Donc au fond, c'est la stratégie qu'on emploie tous quand on vulgarise, quand on explicite un point de vue à un non spécialiste. La vraie question pour moi, elle se situe plus, à l'étape précédente, c'est-à-dire est-ce que quand on fait cet effort-là de vulgarisation, de traduction finalement, par un modèle en fait, hein, du système, on n'est pas déjà en train de s'interdire en tant qu'utilisateur proximal, je pense notamment aux scientifiques du LHC, ou que concepteurs, de manquer quelque chose dans le fonctionnement du système qu'on utilise, directement. Et c'est pour moi peut-être plus là l'enjeu que du côté de l'utilisateur final. C'est-à-dire que la confiance qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur final, je pense qu'on est tous d'accord. Par exemple, en avionique, on voit ça assez fréquemment. Je veux dire, les pilotes, il faut qu'ils aient quand même assez confiance dans le système qu'ils utilisent, même s'ils n'en comprennent pas tous les tenants et les aboutissants. De la même manière, on a utilisé l'aspirine pendant des décennies, sans savoir, quel était son mécanisme d'action. Donc au fond, on peut avoir confiance parce que statistiquement, on a une bonne raison d'avoir confiance. En gros, c'est reliable. Heu
sans pour autant comprendre. L'enjeu est différent quand on est du côté des concepteurs d'une part et du côté des utilisateurs proximaux pour faire de la recherche en vue d'expliquer. C'est typiquement le cas du problème qu'on a avec la connectomique en neurosciences. Moi, je me pose une question, là, je vous entends parler de confiance. Je ne sais pas si c'est le principal sujet ou si c'est le seul sujet. Donc, par exemple, alors si on prend un sujet que j'aime bien, qui est les véhicules dits autonomes, Mmh. je pense qu'un des problèmes, c'est que quand tu montes dans un véhicule autonome, tu n'as aucune idée de comment il va conduire. Et le problème, ce n'est pas forcément que tu as envie de savoir comment la voiture perçoit son environnement, comment elle décide, etc. C'est que tu sais pas te dire, au moment où tu montes dedans, ce qui va se passer une fois que ta voiture sera en route. Et donc, si tu montes dans une voiture de quelqu'un que tu connais très bien, mais qui a l'air visiblement d'avoir trop profité de l'ouverture des bars, Mmh. tu as un certain modèle mental de ce que cette personne va être capable de faire là, maintenant, qui est différent de ce qu'elle serait capable de faire en temps normal, par exemple. Et tu es capable d'évaluer ça. Mmh. Et de la même manière, si tu montes dans une voiture et qu'au moment où tu montes dans la voiture, tu te rends compte que c'est Sébastien Loeb qui est au volant, tu as une idée aussi peut-être de comment Sébastien Loeb conduit. Et la ceinture. Et voilà, et tu vois, c'est pas qu'une question de confiance, parce que tu Ouais. peux très bien avoir très grande confiance dans un gars qui est pilote professionnel, mais pour autant, pas spécialement avoir envie d'être à ses côtés pendant qu'il est en train de faire ce qu'il fait d'habitude quand il est sur un rallye. Tu vois. Ouais. Et donc, pour moi, la confiance, c'est un point intéressant, mais plus généralement, il y a la question de quel est le modèle que moi, utilisateur du système, j'ai de ce que fait ce système et de comment il le fait. Et ce modèle, il n'a pas forcément besoin d'être extrêmement détaillé, il n'a pas non plus forcément besoin d'être extrêmement correct et complet, parce que quand j'ai le même genre de questionnement avec ma voiture, sans parler d'autonomie, c'est-à-dire, je ne sais pas les détails de comment fonctionne ma voiture, et je pourrais vous raconter plein d'anecdotes qui vous montrent à quel point j'ai une vision parfois décalée de la réalité, mais c'est aussi parce que les voitures d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'hier, et donc il n'y a plus de câble d'embrayage, par exemple. Donc il ne peut pas casser. Euh, mais, euh, mais pour autant, j'ai quand même une certaine idée de ce qui est nécessaire pour que la voiture fonctionne normalement. Et donc, si j'entends un bruit à tel ou tel endroit, je peux me faire une idée de ce qui ne va pas, et je peux peut-être même déjà aller au garage pour exprimer dans mes termes à moi le problème que je vois. Ouais. Et donc, moi, ce qui me semble qui nous manque souvent, là, en ce moment, dans les systèmes apprenants, autonomes ou à base d'IA, c'est des éléments qui permettent aux gens de se construire leur propre modèle de ce que c'est que ce système, de ce qu'il est capable de faire, pas faire, de comment il le fait, etc. Ouais. Ben, je pense que là, il y a toute une dimension qui tient finalement à la question de l'expérience subjective du rapport à l'outil en question. Là encore, je pense que la bonne référence, c'est la référence à l'avionique, c'est-à-dire qu'on voit bien comment le rapport des pilotes a évolué vis-à-vis de ces aides au pilotage intégré. Donc là, on est plus dans l'expérience ouais, utilisateur-machine, quoi. Euh, c'est peut-être plus du côté du design qu'il va falloir se tourner et des stratégies design qui sont mises en œuvre en amont. Euh, le fait d'avoir, bon, alors j'étais obligé de focaliser sur 2 points pour être sûr d'avoir le temps de tout faire, mais disons que le fait de focaliser sur la confiance, qui est quand même le point qui revient le plus souvent dans la littérature, c'est tout simplement parce qu'il est antérieur, enfin, chronologiquement, c'est la première étape avant même la question de quel effet ça va me faire d'être piloté, enfin d'être conduit par une voiture autonome. Euh, et donc je pense que c'est effectivement une question importante. Je ne sais pas trop quels outils on peut mettre en œuvre à part les stratégies, ouais, les stratégies design dans, dans la conception même du rapport à l'utilisateur final, quoi. Je, pour l'instant, là, je prêche la méconnaissance. Il y a une question là dans le chat. Est-ce que vous Ouais. pensez que les chartes ou les décisions européennes vont aider à borner les choix en IA? Je pense que ça peut pas faire de mal. Je sais pas si ça va apporter
Enfin, pour moi, c'est un peu comme de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'en fait, si ça fait pas du bien, au moins ça fait pas du mal. Quoique, ça se discute. C'est-à-dire que ça peut aussi servir de distracteur, au sens où, on se focalise là-dessus au lieu de se focaliser sur des enjeux qui sont immédiatement pertinents. J'aurais tendance à dire que tant qu'on a, l'occasion à travers ça de susciter un débat au sein des différentes communautés, à la fois IA, concepteurs, utilisateurs proximaux et finaux, ça va. Le jour où c'est vu comme une sorte de martingale pour répondre à toutes les questions avant même qu'on les ait posées, c'est problématique. C'est un peu comme tous les comités d'éthique, quoi. Ouais, je pense que c'est des questions qu'on pourra rediscuter plus tard dans le Je peux te cadre poser une du dernière petite réseau. question, Nicolas? Je peux t'embêter une dernière fois? Vas-y, Parce que, vas-y, ouais, Laurent. ce matin, donc, il y avait dans toutes les présentations PFIA, il y avait notamment Gauvin Bourne qui modélise de manière logique l'éthique. Donc, c'est assez chouette, c'est assez original. Et donc, notamment, il montre qu'en fait, ce qui est important, et moi, je pense qu'il y a peut-être un lien avec la confiance, c'est-à-dire que il y a des choses, enfin, comment dire, tu n'optimises pas le but, mais les moyens d'y arriver, en fait. Et pareil, quand tu prenais l'exemple du médecin, en fait, tu fais la supposition qu'il est éthique. Tu fais la supposition qu'il ne va pas te tromper et que même s'il s'est trompé, il n'a pas fait exprès. C'est-à-dire qu'en l'état des connaissances qu'il avait au moment où il a pris la décision, il a fait de son mieux. Et si tu veux, donc là, il y a une différence j'ai l'impression, entre la confiance qu'on peut avoir dans un système où en fait, on veut qu'il fasse de son mieux quoi qu'il arrive, et un humain où on se met à sa place et on va raisonner plus sur l'éthique et sur sa volonté en fait de faire au mieux. Et comme nous, il a des défaillances, quoi. Là, il y a peut-être quand même une séparation en fait d'un ordinateur. On n'a pas envie qu'il ait des défaillances, on a envie qu'elles soient quantifiées. Et alors qu'un humain, on autorise à se tromper. Alors, sans qu'on fasse trop long là, parce qu'il va falloir qu'on Pardon. enchaîne sur la deuxième présentation, je voulais juste faire remarquer que dans le cadre de CNIA, qui est une des confs de la PFIA, il y a Catherine Tessier qui présente qui a écrit un papier qui s'appelle Éthique et IA, analyse et discussion, qui reprend beaucoup de choses qu'on vient de discuter là. Il se trouve que moi, parce que j'avais discuté avec Catherine de ce genre de choses il y a un mois pour un autre événement, elle m'avait passé le papier quelque part en avant-première. Et il y a des choses dans ce papier qu'il faudra qu'on rediscute sans doute, notamment donc pour Catherine, qui est pas mal impliquée dans pas mal de comités d'éthique du numérique ou de l'IA en général. Elle écrit par exemple: un objet, un programme ou une technique ne peut pas être éthique en soi, ne peut pas être qualifié d'éthique. L'éthique doit être associée à une démarche, une délibération, une réflexion. Et elle dit la même chose même de ce qui pourrait être relevé d'une conformité ou d'un label. Donc, si je comprends bien ce qu'elle a écrit dans son papier, il faudra peut-être en discuter avec elle, c'est on ne peut pas parler d'un système qui serait éthique, ou on ne peut pas mettre non plus un tampon éthique après coup par observation. Donc, je pense que c'est des sujets qui sont quand même compliqués. Et justement, c'est tout l'intérêt d'avoir des gens comme Cédric dans ce réseau, de pouvoir en discuter, pas que entre informaticiens ou mathématiciens ou disciplines proches de celle-là, mais aussi avec des gens qui sont plutôt côté philosophie, plutôt côté éthique, plutôt côté morale, ou économie, sciences humaines et sociales en général. Donc, merci beaucoup, Cédric, d'avoir fait l'effort d'exprimer en peu de temps ce qui aurait pu nous occuper largement les 2 heures en entier.